Vendredi 30 septembre 2022. Il est 13h et je me prépare un café. Le dernier café avant le départ pour les Alpes de Haute-Provence au guidon de ma NC 750X. La NC est prête, les affaires sont chargées. Sur le papier, il n'y a plus qu'à enquiller la première et prendre la route. Mais avant ça, je vais quand même faire un détour. Car je partirai jamais sans mon acolyte, Julien et sa vaillante Himalayane. On se donne donc rendez-vous à notre taf. Parce que oui, avec Julien on taffe aussi au même endroit. On boit encore un café, pendant que nous débattrons pendant 10 bonnes minutes sur des sujets toujours d'une très grande profondeur intellectuelle. Bon, on arrive enfin à se décider et il est temps de dire au revoir aux copains. On enfile les casques et nous reprenons la route. Dès le premier stop, on n'oublie pas avec Julien de se faire un check. En début de chaque road trip, on se le fait. C'est toujours un moment particulier cet instant, car on sait qu'à présent on y est et qu'il ne nous reste plus qu'à en profiter. Ce check est un petit peu le point d'honneur au début de notre aventure. On partira à présent en direction de Die, à plus ou moins 3 heures de route. Puis nous ferons Gap et enfin Barcelonnette, où nous attend notre hôtel. Et ouais, pour 3 jours, on n'allait pas s'amuser à faire le bivouac, surtout avec les températures prévues. Bref, c'est parti pour 5 heures de route, alors on traîne pas, d'autant plus que la météo prévoit de la pluie sur le coup des 18h. On profite de l'itinéraire pour s'arrêter dans un café. Le café des voyageurs pour être plus précis, situé à Récoubo-Jansac. Ou Recoubo-Jansac, bref. Vous me reprendrez. Les parents à Julien tenaient ce bar avant qu'il n'emménage dans la Loire. Ça lui fait plaisir et ça nous permet aussi de faire une pause bien méritée sur notre trajet. On aime faire tourner les commerçants locaux, donc on se prend 2 bières au passage. Oui, c'est uniquement dans ce souci-là, je vous promets. Après avoir savouré les anecdotes nostalgiques de Julien et profité de ce temps de repos, on reprend notre périple. À présent, il nous reste encore 1h30 de route, mais on commence à en avoir notre dose de ces longues départementales. Donc on se grouille, car comme je vous l'avais dit, ils annoncent de la flotte, et on aimerait bien l'éviter. Heureusement pour nous, la route se transforme petit à petit, et elle devient vraiment sympa à rouler.
Apparemment, on n'est pas laissé vite. Du côté du lac de Serponçon, les premières gouttes ont fait leur apparition. On était déjà fatigués, mais alors la pluie par-dessus tout ça, ça nous aide vraiment pas. Surtout que les températures aussi ont commencé à chuter avec la fin de journée. Bon allez, du courage, il ne reste plus qu'une poignée de kilomètres à présent. En fin de compte, on aurait eu droit à de la flotte jusqu'à Barcelonnette. Et d'ailleurs, il s'est par miracle arrêté de pleuvoir dès notre arrivée. Dorénavant, direction l'hôtel du Cheval Blanc, où nous passons les 2 prochaines nuits. Un hôtel plutôt sympa, avec un grand garage fermé pour les bécanes. J'avoue, ils ont marqué un sacré point là-dessus. On décide d'aller se prendre 2-3 pintes, de manger un bout dans un petit resto local, et direction le lit. Car demain, on a une sacrée journée qui nous attend. Ah oui, c'est vrai. En fin de compte, je vous ai toujours pas expliqué la raison de notre venue ici. Notre objectif, c'est le col du Parpaillon, et plus particulièrement le tunnel qui le traverse. Il s'agit là d'un ancien tunnel militaire. Pour vous la faire courte, il est situé sous le col à une altitude de 2637 mètres. Il a été construit par l'armée française à partir de 1891 et est terminé en 1911. Son objectif était de faciliter le mouvement des troupes gardant la frontière avec l'Italie. Aujourd'hui, le chemin n'est plus entretenu et il n'est accessible uniquement qu'avec des véhicules off-road, et est devenu au fil des années presque un lieu de pèlerinage pour les amateurs de moto tout-terrain. Samedi matin, 7h30. Ça y est, c'est le jour J, on va se le faire ce tunnel. On a même prévu d'autres cols pour la journée, celui de la Bonnette notamment. Réveil en douceur, douche, petit déjeuner, qui nous montre de toute évidence que l'on est les plus motivés de l'hôtel d'ailleurs. Retour en chambre, on s'équipe et on file retrouver nos fidèles montures qui ont dormi au chaud. La Royal Enfield à Julien a des soucis de pompe à essence. En fait, il faut mettre le contact plusieurs fois avant qu'elle ne daigne se mettre en marche. Mais bon, comme il le dit lui-même, t'inquiète, c'est normal, c'est un problème connu sur ces modèles. Ah bon, bah si c'est un problème connu alors, me voilà rassuré, on peut partir confiant. On vous le cachera pas, à 9h il fait froid, très froid, surtout à l'ombre des montagnes en suivant la vallée du Bail. L'excitation de l'ascension nous préserve de ces températures. Et à ce moment, on a juste hâte de commencer les pistes. On arrive enfin à la Condamine Châtelard. C'est ici que commencera le début de notre petite aventure par le versant est de ce col. Une petite route en travaux nous emmène jusqu'à l'entrée de la piste.
Là, comme vous pouvez le voir, on commence à voir rouge. La route est fermée. On fait quoi? On y va quand même? Attends voir. On va lire l'arrêté d'abord. Ce dernier nous stipule que l'accès était interdit jusqu'au week-end dernier. Ouf! Ils ont juste oublié d'enlever le panneau. Bon, on peut enfin y aller. Un chemin en sous-bois très roulant nous y attend. Nous y serons d'ailleurs doublés par une Panzer division d'Allemands en KTM. Rien d'insurmontable sur cette petite piste, ça nous permet de prendre nos marques sur nos machines et de nous échauffer avant d'arriver enfin au pied de notre col tant convoité. La bonne gadou. Oui, la bonne gadou. Ah ouais. On traverse un dernier lit de ruisseau et déjà s'offre à nous un spectacle saisissant. Une fois les yeux rassasiés, on remet les casques en avant. La piste, ou plutôt le chemin nous conduisant jusqu'à notre objectif, est somme toute assez roulante. Malgré quelques passages un peu enrochés, rien ne nous pose problème. La roue avant à bâton en 17 pouces n'est pas ce qu'il y a de plus adéquat dans ces situations. Mais mes pneus Pirelli MT60 RS me donnent déjà mieux confiance. On ne parle pas de Julien qui lui a entre les jambes une vraie chèvre, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Hein. Son Himalayan passe de partout avec une simplicité déconcertante. Merci. Les premières épingles passées, nous avons pris déjà mieux de hauteur et le soleil, bien que peu matinal, sort de derrière la chaîne de montagne faisant face à notre col. Et nous congratule de notre petite avancée par une nouvelle mise en scène que nous nous empressons de savourer.
Certaines parties sont de vraies patinoires de gadou. Et là, c'est la fête. Ça part de l'avant, de l'arrière, parfois tout en même temps. À regarder mon compagnon d'infortune, je me plais parfois à croire que je regarde une épreuve des JO au patinage artistique. Quelle prestance tu as, mon Julien, décidément. Super, j'ai... Wow. Bon, je fais le malin à me foutre de sa gueule, mais moi, avec mes grosses roues de Boeing, je vais faire comment? Après quelques instants d'hésitation, je me réveille, et me rappelle d'un élément que j'avais désactivé avant la montée, le dénommé Traction Control. Certains y verront là peut-être une certaine forme de soumission aux nouvelles technologies. J'y verrai pour ma part plutôt la solution à quelque chose qui m'aurait valu une glissade jusqu'en bas du vallon, à la mode Rasta Rocket cette fois-ci. Comme quoi, on a chacun nos prédispositions olympiques. Tu m'étonnes. Ah, c'est vrai, évidemment, je patinais, je n'arrive plus à avancer en fait. Bref, on active le tout et grâce au DCT, j'ouvre les gaz en grand. Et le NC m'emmène, sans broncher, jusqu'à une zone plus sûre où l'adhérence est moins précaire. Du coup, je le laisserai enclencher tout du long. Et ça se révélera être une très bonne idée. La neige commence petit à petit à faire son apparition. On fait une pause photo et voyons au loin 3 Ténéré 700 nous suivre. Ils sont assez rapidement à notre niveau et la conversation s'installe. Cela nous permet de créer des liens et celui que nous allons créer avec ces 3 motards nous sera d'une grande aide très vite. Ils nous ont dit que d'après leur GPS, le tunnel se situe à encore 4 km de notre position. Et dans les faits, à peine 1 km nous sépare de notre objectif. Quelle fut notre surprise lorsque nous vîmes enfin ce boyau s'enfoncer dans le cœur de la montagne. On y est, ça y est. Nos amis d'un jour en Ténéré y sont parvenus eux aussi et nous y attendent. Des enduristes aussi y sont présents. Un vrai melting pot de moto qui, sans le savoir, nous a tous réunis aujourd'hui autour d'un objectif commun. À présent, le plus dur est fait et il ne nous reste plus qu'à traverser ce mythique tunnel et redescendre par l'autre versant. Mais avant, arrêtons-nous 10 minutes et profitons de ce que nous offre ce lieu.
Il ne reste plus que nous. Tous se sont jetés dans la gueule de ce tunnel, à l'intérieur duquel d'ailleurs aucune source de lumière n'est perceptible. J'avais entendu les enduristes dire aux 3 gars ténérés qu'il ne faudrait pas que je passe avec mon NC, car apparemment c'est impraticable en sortie de tunnel. Je vais y aller, ils vont comprendre que moi et mon NC, y a rien qui nous arrête. On décide de se lancer avec Jus. Bon, je reste humble et fier, mais au fond dans ma tête, je fais que repenser à ce qui a été dit par les enduristes. C'est si dur que ça, mais si je reste bloqué... Bon, maintenant qu'on y est, on verra bien, hein. Un noir si profond nous accueille dans ce tunnel. La GoPro retransmet vraiment bien et capte beaucoup de lumière, mais dans les faits, j'avais l'impression de ne pas avoir de feu ni de longue portée. La neige extérieure a dû nous cramer la rétine, et nos yeux en pâtissent pour s'adapter à l'obscurité. Petit à petit, nos yeux s'habituent et nous commençons à y voir plus clair. À ce moment, on se rend compte que le sol du tunnel est entièrement gelé. Les parois sont brillantes de glace et par moments d'énormes stalactites font leur apparition telles des épées de Damoclès. Ça me fout tellement la pétoche d'ailleurs qu'à leur hauteur, je calme les gaz de peur de m'en prendre une par la gorge. Arrivé à l'extrémité du tunnel, on se rend compte que la neige est tombée la nuit dernière et un épais manteau blanc a recouvert le versant nord. Nos collègues anténérés ne veulent prendre aucun risque et décident donc de faire demi-tour. Non, c'est mort. Nous ferons de même bien évidemment. Nous ravalons notre fierté et partons pour un demi-tour. Mais le demi-tour, bien que simple sur le papier, s'avère être très compliqué dans ces conditions. Ouais, allez-y. Après, moi je me débrouille. Tout est gelé et l'épaisseur de glace sur laquelle nous sommes cloue nos motos sur place. Heureusement que le trio de T7 était présent, ils nous auront bien aidés. Encore merci les gars. Nous rebrousserons donc chemin. Déçus, nous le sommes un peu de ne pas avoir pu faire la traversée. Mais bon, c'est le jeu. Et nous ne sommes pas à prendre des risques inutiles. Surtout que apparemment une grande partie de la section nord est sous la neige. T'aimes bien les défis, t'as dit, ouais. Ouais. Bon bah... Ce n'est pas grave, nous entamons la descente sous un autre angle, cela nous permet aussi de voir des choses à côté desquelles nous étions passés sans porter d'attention à l'aller. Le soleil est désormais bien plus haut et cela a suffi à bouleverser la vue que nous avions sur le paysage. Nous n'en manquerons pas une miette en nous disant chacun silencieusement dans nos casques que de toute manière ce n'est que partie remise et que nous reviendrons. Que ce soit l'année prochaine ou celle d'après, nous reposerons nos roues ici, c'est certain.
décidons du coup de partir pour le col de la Bonnette, par la route cette fois. Les pistes y accédant sont bien trop longues pour le temps qu'il nous reste, car oui, il est déjà presque 15 h. On se rendra compte que le col est en fin de compte fermé. Décidément, on a mal choisi notre week-end. On se rabat alors sur le col de la Cayolle. On emprunte des routes vraiment chouettes. On prend conscience à quel point le principe de la moto trail est extraordinaire. On va partout et comme on veut. On prend un pied incroyable sur ces courbes perdues au milieu des montagnes entre col et forêt. Nous arrivons donc au col de la Cayolle. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'on s'était fait la réflexion que Cayolle ça rimait avec caille. Et on parlait pas de ces petits oiseaux migrateurs de la sous-famille des Perdicinae, non, mais plutôt de la sensation, parce qu'en effet, ça caille ici. À notre arrivée, le col nous gratifie d'un crachin de pluie qui, emmené par un vent glacé, nous saisit sur place. Alors autant au début, on était parti pour sur une belle photo, mais là, le vent, le brouillard, etc., ça nous a coupé l'envie, mais alors correct. On regarde les GPS et on se rend compte que si on rentrait maintenant à l'hôtel, on y serait pour 19 h. Bon, c'est décidé. On rentre au Bercail pour profiter de notre dernière soirée à Barcelonnette. Dimanche matin, 9 h 30. Ça y est, retour à la maison aujourd'hui. Julien nous a préparé un itinéraire qui nous fera passer par des routes écoles sympas. Je pose pas de questions, je mets tout ça dans le GPS et yalla, en avant. Notre premier arrêt sera le col de l'Isoire. Franchement, on en a pris plein les yeux, c'est juste sublime. Après avoir rassasié les yeux, il est temps de rassasier le reste. Et ouais, il est bientôt midi. Donc go trouver une boulangerie et un spot pour manger.
s'arrêtera manger au col du Lautaret. Ce col me paraît tellement familier. Nous sommes déjà venus ici il y a 2 ans, mais pourtant j'ai l'impression d'y avoir vécu 10 ans. C'est assez étrange, mais je n'ai rien qui pourrait expliquer cette sensation. Ce sera notre dernier col, avant notre redescente sur Grenoble et le retour, si je puis dire, à la civilisation. C'est un moment que je qualifie de dur. C'est tellement compliqué de passer de cette sensation de solitude au milieu de ces étendues de nature qui ne demandent qu'à être parcourues et cette dure réalité de béton, de voitures et de bruit. Ça nous permet aussi de nous rendre compte à quel point notre pays est beau et que, je sens que cette phrase va être compliquée à comprendre, mais à quelques kilomètres de n'importe où, il y a des choses incroyables à découvrir chez nous. Nos cerveaux ne font que nous renvoyer ces images de ces 3 jours. 3 petits jours, certes, mais qui pour nous auront été notre petite aventure. Et en attendant la prochaine, ça nous permet d'avoir encore beaucoup d'histoires à raconter. Ouah, on va être bourré. Oh, trop bourré. Il y a des collègues. En plus, je les mets comme ça dans le casque. Moi, je te trouve un bel homme. Hein. Ah ben. Hein? Hein? Encore pas. Le plus haut. Je filme les coulisses au making of. La moto c'est trop bien. Ouais, on rigole. On passe les bons moments. Oh, j'ai mal à mon blanc.